Madame la ministre, chers participants, bonsoir et bienvenue donc à ce tout premier événement du projet Living Lab Bruxelles Retrofit. Alors, mon nom c'est Charline Boyer, je travaille à la Confédération Construction Bruxelles Capitale, où se déroule donc la soirée. Alors c'est clairement un grand plaisir pour nous de vous accueillir ce soir, puisque donc c'est le tout premier événement d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'il représente pour le secteur de la construction une double et fabuleuse opportunité. Pourquoi je dis ça ? Première opportunité, c'est le fait de travailler sur le défi de la rénovation du logement ici à Bruxelles, qui, on le sait, représente un enjeu majeur. Et alors, pourquoi double opportunité ? Parce que non seulement c'est un défi ambitieux, il y a beaucoup à faire, mais en plus, on vous propose de le faire ensemble. Et pourquoi je dis ça ? Donc, Jérémy Levin nous le présentera plus en détail, mais pour rentrer dans l'appel à projet, vous allez devoir former des consortiums d'acteurs pluridisciplinaires. Alors, on peut le voir déjà ce soir, justement, à la nature des entreprises, des participants de ce soir. On retrouve des entreprises, on retrouve des pouvoirs publics, on retrouve des bureaux d'études, des architectes, des centres de recherche et des unités de recherche, bien entendu. Et en fait, vous êtes déjà nombreux et variés à participer ce soir, mais vous ne le savez peut-être pas, mais on est encore plus nombreux à se retrouver ce soir pour l'appel à projet Living Lab, puisque, au vu du succès de la soirée, on a dû lancer un live stream. Alors, c'est une grande première, je crois qu'on n'a jamais fait ça dans la salle ici, donc on espère que tout va bien se passer, que tout va fonctionner. Mais en même temps, on est vraiment très heureux de l'engouement qu'a suscité le lancement de l'appel à projet. Alors, concrètement, au niveau du programme de ce soir. Donc, tout d'abord, Madame Fadila Lalanne, donc, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, chargée de la recherche scientifique, va nous présenter un peu le contexte et les enjeux qui sont liés à ce projet FEDER et à l'appel à projet porté par Innoviris. Ensuite, Johan van Dessel, du CSTC, va brièvement nous expliquer le projet FEDER en tant que tel. Ensuite, nous aurons Nancy Latruve de Bureau 2 et Archi plus I avec Wolfsbrag de Urent qui viendront partager avec nous l'expérience qu'ils ont eue dans le cadre d'un projet similaire à l'appel à projet Living Lab qui s'appelle Proeften et qui est mené en Flandre. Alors, après, nous aurons Johan van Dessel avec Emmanuel Maïfet de EcoBuild qui viendront nous présenter un peu les thématiques de recherche qui sont proposées, donc qui vous sont proposées dans le cadre de l'appel à projet Living Lab. Enfin, Jérémy Levin reviendra pour nous présenter concrètement et plus en détail de quoi il s'agit avec l'appel à projet et les démarches à suivre pour pouvoir introduire un dossier, les dates, etc. Alors, enfin, nous conclurons avec un cocktail de networking, puisque le but aussi de vous rassembler ce soir, c'est de commencer à sentir votre intérêt, si vous avez déjà des idées pour des projets, et commencer à vous accompagner dans la formation de consortium. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un dernier petit mot au niveau de la logistique. Donc, il y a des interventions en français, il y a des interventions en néerlandais. Donc, vous avez une traduction simultanée. Donc pour ça, il vous faut veiller à régler vos casques. Vous avez normalement tous reçu des casques. Si ce n'est pas le cas, vous me faites un signe. Le néerlandais, c'est sur le canal 12, le français sur le canal 13. Voilà, vous n'hésitez pas à vous manifester s'il y a un problème. Par rapport aux questions-réponses, par rapport à chaque intervention, on va rassembler toutes les questions-réponses à la fin, juste avant le cocktail. Et donc, avant de passer au cocktail, on vous demandera de prendre encore 5 minutes pour compléter un formulaire d'évaluation qui vous a été remis. En fait, au-delà d'être un formulaire d'évaluation de la soirée, c'est aussi une sorte d'enquête des besoins où on vous demande un petit peu justement quel est votre intérêt, est-ce que vous avez déjà des idées de projet, etc. Voilà, je vais passer la parole à Madame Fadila Lalanne, que je remercie pour sa présence avec nous ce soir.
Merci beaucoup, Madame Boyer, des mots d'introduction. Mesdames et messieurs, je suis évidemment très heureuse. Merci à la CSTC de m'avoir invitée à partager avec vous quelques éléments. Il y a quelques mois, la Commission européenne a adopté la programmation FEDER 2014-2020, présentée par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, elle se concrétise par un appel à projet pour plus de 3 millions d'euros. Cette programmation FEDER, dont la sélection a été opérée d'une main de maître par le ministre-président, que je vous prie d'excuser ce jour, s'inscrit aussi dans la politique de cohésion européenne 2020, dans les plans stratégiques régionaux, comme le projet du plan régional de développement durable, le PRDD, le New Deal, l'Alliance emploi-environnement et bien entendu dans le plan régional d'innovation. C'est toute l'architecture gouvernementale qui prend forme à travers cette sélection. Alors, comme vous le savez, notre plan régional d'innovation met un accent particulier sur le renforcement des projets multi-collaboratifs. Nous entendons ainsi favoriser l'inclusion de l'ensemble des acteurs impliqués par le développement et l'application de nouvelles technologies. Het gewestelijke innovatieplan bepaalt eveneens 3 strategische ontwikkelingsstasen, namelijk de groene economie, de gezondheid en de ontwikkeling van de ICT. L'appel à projet Retrofit Living Lab, qui vient d'être lancé grâce aux fonds européens, rencontre donc largement ces 2 priorités exprimées dans le plan régional d'innovation et je m'en réjouis. De bundeling van de krachten is een prioriteit voor de research en voor onze gewest. Met de retrofit-projectoproep is het veld van de potentiële begunstigden nog nooit zo breed geweest. Les entreprises, les fournisseurs d'énergie, les architectes, les agences immobilières sociales, les propriétaires, les pouvoirs publics, les locataires, bien entendu, le secteur académique et les organismes de recherche pourront s'associer selon la formule qui leur convient sur le sujet qui leur correspond. Non seulement nous entendons être le plus intégrateur possible, mais de plus, avec Innoviris, nous privilégions le développement de laboratoires vivants de l'innovation. Les Living Labs qui se mettront en place seront de vrais espaces entièrement dédicacés à l'expérimentation sur le terrain directement par l'utilisateur final. Het doel van Living Lab is het ontwikkelen en het in werken stellen van de renovatieoplossingen die performant zijn op het gebied van energie en die daarna kunnen worden toegepast op een grotere schaal. Vous noterez que les perspectives économiques sont ici prometteuses et je suis convaincue que cette approche collaborative et cette implication directe du consommateur citoyen permettra de rencontrer les défis environnementaux qui caractérisent nos modes de vie en ville. Parmi ces défis, l'amélioration du bâti en son adaptation aux nouveaux potentiels technologiques constitue un enjeu majeur. Enjeu majeur parce qu'il se caractérise par une grande transversalité et par la multiplicité de ces applications. Ces thèmes ont d'ailleurs été définis sur la base des spécificités bruxelloises. L'appel entend apporter des réponses innovantes et adaptées aux questions de performance énergétique, de renforcement de confort, de la qualité, de la sécurité, mais aussi des questions liées au coût de la rénovation, à l'accès au logement ou à l'adaptation de l'habitat au profit des habitants. Je pense ici au public plus âgés ou fragilisés. Nous pencherons aussi sur la résolution des désagréments occasionnés par les travaux, le bruit, la gestion des déchets, l'encombrement de la voirie, ou encore sur la recherche de solutions de financement groupées afin de rendre ces projets de rénovation plus accessible. Mesdames et messieurs, grâce à ce dispositif, non seulement nous parviendrons à contribuer à la diminution de la consommation énergétique et du risque environnemental, mais nous initierons aussi des habitudes nouvelles de consommation tout en renforçant la cohésion sociale et le confort de vie au sein de nos quartiers. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous concrétiserez vos projets dans les meilleures conditions. C'est l'objectif du présent appel et je vous souhaite aussi beaucoup de succès dans vos démarches, mais je suis persuadée
que le succès sera à la fin de cette procédure. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Un très grand merci, Madame la Ministre. On va rentrer dans les présentations proprement dites avec Johan van Dessel, donc du CSTC, qui va d'abord un petit peu nous présenter. Une petite seconde. Qui va donc nous présenter en fait le cadre général du projet FEDER, Living Lab Bruxelles Retrofit, et bien sûr un petit... La technique est présente à tous les niveaux, donc au-delà du live stream, on a aussi refait l'équipement de cette salle et donc on est encore des petits problèmes par moment. Voilà. Dank u wel. Van harte welkom. Dank u wel, mevrouw Lanan, voor deze toelichting, voor deze introductie, maar ook voor het engagement en ook voor de cofinanciering die uw administratie bijkomend, het geld komt niet alleen rechtstreeks vanuit FEDER, er is ook een heel duidelijke cofinanciering vanuit Innovirus, uw verantwoordelijkheid die u hiermee op tafel legt. Ik ga in een heel kort bestel het raamwerk van het FEDER-project even voorstellen. Dit raamwerk is belangrijk omdat het eigenlijk de omkadering vormt, het kader waarin dat de Living Lab projecten, de experimentele Living Labs, dienen te functioneren om daar interessante resultaten uit die experimenten te kunnen trekken. We spreken hier over een EFRO-FEDER-project dat eigenlijk gedurende een periode van 6 jaar loopt. En eigenlijk is het een beetje een logisch vervolg van inderdaad de prioriteiten die Brussel heeft, zoals mevrouw Lanan reeds aangaf, maar ook een onderzoeksplatform dat de voorbije jaren daarop gelopen heeft met Brussels Retrofit. Het project FEDER, Living Labs Brussels Retrofit, heeft eigenlijk een dubbele scope. Het aanzetten tot doorgedreven renovaties van ons woningenbestand en op die manier ook aanzetten tot innovatieve oplossingen die eigenlijk die motor kunnen vormen van onze renovatiemarkt. En dat aan de hand van Living Lab projecten. En dat is eigenlijk het hele raderwerk van het EFRO-project zoals het nu voorgesteld is met centraal de Living Lab projecten. We weten niet hoeveel dossiers er finaal gaan ingediend worden of gaan goedgekeurd worden, maar we hopen eigenlijk op een range tussen 5 en 15 projecten
5 à 15 living labs die zouden kunnen in uitvoering gaan. Een living lab, zoals reeds aangehaald, is eigenlijk een experimentele omgeving met de verschillende actoren die nodig zijn om dat experiment in die feitelijke renovatie te kunnen uitvoeren. Rond die living labs zit een begeleidingsstructuur en die begeleidingsstructuur is samengesteld uit 3 plus 1 deel. Het eerste deel is Program Office. Dat is eigenlijk de rol van Innoviris naar de Living Lab oproep en zijn modaliteiten en de rol van WTCB als projectcoördinator van het geheel ten opzichte van FEDER. Dan heb je het Industrial Impact Office. Dat zijn eigenlijk de organisaties die de sector in beweging moeten zetten om Living Lab projecten op te zetten, mee te helpen definiëren, partners te zoeken, partners te vinden, om dan met voldoende dossiers, met voldoende proposals naar die eerste fase te kunnen gaan, voldoende proposals die ingediend worden. Nadien is het ook het Industrial Impact Office die de interessante resultaten uit die Living Lab projecten, op voorwaarde dat er geen probleem is van confidentialiteit, opneemt, bekijkt en opnieuw dispatcht naar de sector, zodat de Brusselse bouwsector kan profiteren rechtstreeks vanuit die ervaringen van die verschillende Living Lab projecten. En dan is er het Scientific Office, samengesteld uit een aantal universiteiten, onderzoekseenheden. Die hebben eigenlijk als rol om een zekere kwaliteitsborging te garanderen, met name dat de opzet van die Living Lab projecten voldoende coherent is, dat er data uitkomen waar we verder mee kunnen werken, die interessant zijn, die geanalyseerd kunnen worden en die kunnen doorstromen naar de sector. En tenslotte gaan we ook werken met een advisory board, eigenlijk een soort van toetssteen op het geheel wat we aan het opzetten zijn. Dat is het orgaan of het framework waarin dat we eigenlijk hopen dat die verschillende living labs gaan kunnen werken. Om daar om een klein beetje beeld te krijgen van de zaken die wij tegenkomen of die de Brusselse bouwprofessioneel administratie tegenkomt als uitdaging voor het in zijn renovatie, uitdagingen, maar ook mogelijke oplossingen, hebben we deze film gecompileerd.
veiligheid van het geheel. De vraag is natuurlijk vandaag hoe dat wij de situatie kennen, dat het economieke was of niet. Sur 86 maisons qui sont semblables mais pas identiques. Voilà, donc maintenant nous allons écouter les expériences des projets Proeftuin qui sont en cours en Flandre. Et... Terugkeren. Ja. Goedemiddag. Ons dossier situeert zich in Kortrijk. Het is een EBT-dossier, een proeftuindossier, 3 hofsteden. Maar voor ons is het eigenlijk het vervolg op een Europees dossier. Op de site bevinden zich 2 gebouwen. En het ene gebouw dat op de foto hier reeds deels afgewerkt is, maakt deel uit van het Europees dossier, Ecolife. En het andere gebouw maakt deel uit van het EBT-dossier. Het gaat om 2 typische hoogbouw-appartementsgebouwen uit de jaren 70. Het linkergebouw is opgeleverd in het jaar 70, het rechtergebouw is opgeleverd in het jaar 74. Maar grosso modo vertonen ze eigenlijk dezelfde problemen. Eigenlijk ook dezelfde problemen dat jullie hebben in heel veel gebouwen in Brussel, denk ik. Ik heb deze slide ertussen gestoken om te tonen waar het zich bevindt, exact in de stad. Het ligt eigenlijk aan de rand van een soort van groenzone. En het terrein zelf is eigenlijk niet zo heel groot. Maar momenteel staan er dus wel meer dan 200 appartementen op in die 2 blokken. En moesten wij die slopen, dan mogen wij van Stad Kortrijk daar nog 45 woningen bouwen. Dus sloop is eigenlijk geen optie in dit geval. Enkele foto's om de toestand te illustreren van de bestaande gebouwen. Bouwfysisch. God ja, ze zitten vol koude bruggen. In die tijd thermische onderbrekingen, dat was nog iets dat niemand kende. De gevels waren geïsoleerd met 4-5 centimeter glaswol. Er zaten hier en daar al dubbele beglazing in, maar vooral ja, de schil zat vol bouwknopen. En de technische installaties waren compleet verouderd. De site heeft dus wel 1 groot voordeel en dat is het uitzicht op de groenzone en eigenlijk de groene omgeving. Om de verouderde en de afgeleefde gebouwen eigenlijk te renoveren en tot met de schil in orde te brengen, is het strippen tot op het skelet en eigenlijk helemaal opnieuw inpakken. Waar balkons worden behouden, worden die uitgeïsoleerd en waar dat de moeite niet is, worden die gewoon afgeknipt.
Brandweertechnisch was dat ook een ramp. De meeste gebouwen in Brussel hebben misschien ook wel dezelfde ziekte. De oudste reglementering op brand voor hoogbouw dateert van 74, denk ik. En deze zijn dus alle twee van daarvoor. Brandweerende deuren zaten er niet in. Brandtrappen, ja, die trappen waren niet gecompartimenteerd. Liften te klein, maar dat is dan toegankelijkheid. Ja, klassiek eigenlijk. Hè. Het voordeel hier was wel, de appartementen waren vrij groot geconcipieerd. Dus we hebben hier niet moeten kijken om er bijvoorbeeld van 3 2 te maken. Na oppervlakte ging dat om te renoveren eigenlijk binnen het volume van het appartement ongeveer. Het eerste gebouw, blok 5, het jongste, uit het jaar 74, maakt dus deel uit van een Europees subsidieproject, waar dat de partners onder andere onze klant zijn, Goedkope Woning. Dat is een sociale huisvestingsmaatschappij die eigenaar is van ongeveer 1600 woningen en appartementen in het Kortrijkse. UGent als onderzoeksinstelling en wij dus Bureau 2 en Archiplesie als ontwerper. Ontwerper, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken en EPB-verslaggever. Dat vergeten we soms. Dat is eigenlijk een mini-ontwerpteam op ons eigen. Energetisch waren de doelstellingen daar om dubbel zo goed te doen als de huidige regelgeving. Op dat moment was dat E60, dus we hebben dat geïnterpreteerd als E30. En voor ons was dat een interessante oefening, want E30 is bijna energieneutraal. CO2-neutraal moest het ook zijn in het kader van het Europees dossier. Ik denk niet dat dat helemaal gaat lukken. Dat heeft te maken met de hoogte van het gebouw en met de manier van warmteopwekking, maar goed. En UGent is daarbij betrokken geweest en is er nog altijd bij betrokken. Ze hebben mee voorstellen geformuleerd voor de manier van warmteopwekking. En dat wij daar onze energetische doelstellingen halen, moeten wij in feite bewijzen met metingen. Er zit een heel monitoringssysteem vervat in het gebouw. En UGent geeft daar de insteek voor. En wij implementeren dat dan in het gebouw. Blok 5, deze die nu in Werf zit. Daar zijn wij heel ver gegaan met constructieve ingrepen om de verticale circulatie op te lossen. Wat dat we hier doen, is eigenlijk ingrijpen in het volume van de woningen met de ruwbouw. Dus straks gaan jullie zien dat dat in de anderen niet kan. Dus eigenlijk, dat betekent een heel zware ingreep. Een gebouw van gelijkvloers en 10 verdiepingen, tegen dat je met de nieuwe liftkokers en de nieuwe trapkokers terug op het onderste niveau zit, de 5 maanden verder in ruwbouw. De doelstelling bij het IWT-project was een doorlooptijd van 6 maanden. Dus op die manier kun je dat natuurlijk niet doen. Wat hebben we geleerd in die blok? Het E-pijl. We hebben echt 6 weken gerekend aan de verschillende scenario's. En uiteindelijk komen we aan een gemiddeld E-pijl van 28,5. Wat hebben we daarvoor nodig gehad? Een collectieve stookplaats is logisch op het moment dat je eigenlijk heel ver gaat met uw isolatie. Uw geïnstalleerd vermogen wordt minder, uw gelijktijdigheid van uw sanitair warm water wordt meer en meer belangrijk, omdat je eigenlijk quasi geen warmteverlies moet compenseren. Wij zijn samen vertrokken destijds met het eerste nieuwe project op Venning. Per appartement hadden we daar voor een 2-kamerappartement 1200 watt nodig voor verwarming. Dus dat is niks. Qua planning hadden we bij dat gebouw eigenlijk de verhuisbeweging van 3 fasen. 1 jaar per fase, consecutief. Want inderdaad, het is niet dat je ergens een blok met 100 appartementen leeg hebt staan voor die mensen te herhuisvesten. Dat is ook een klassiek probleem. Onze klant had op dat moment een nieuwbouwprojectje met 4 of 25 appartementen en er stonden er wel een paar leeg in blok 5, maar eigenlijk niet veel. Dus eigenlijk die verhuisbeweging is iets dat samen met daar doorgepraat wordt en dat niet zo evident is. Van blok 5 hebben we ook geleerd wat dat de specifieke dingen die we daar gedaan hebben gekost hebben. Bijvoorbeeld een nieuwe galerij aan de voorkant, helixtrappen. Trappen binnen het volume in hoogbouw hebben natuurlijk ook consequenties naar technieken toe, technische installaties, ventilatie en zo, dat kost ook allemaal geld. De liftkernen, wat hebben die gekost? En bijvoorbeeld ook de opwaardering van de bestaande terrassen aan de achterzijde, wat heeft dat gekost? Loont dat? Dat was een render van hoe dat die moet worden. Dat zijn een paar sfeerbeelden van tijdens de werf. Wij zijn daaraan gestart in ontwerp, maart 2014. De werf is gestart januari 2015. Dat is een subsidiedossier met VMSW, dus echt iedereen moet mee, neuzen in dezelfde richting. Op 9 maanden tijd hadden wij een dossier, een bouwvergunning en een aannemer. En subsidie. Niet te vergeten. Ja, die staalconstructie stond er nog niet op dat moment. Nee. Hier wel.
Binnen de subsidiëring van de Vlaamse huisvestingsmaatschappij is het dus zo dat je een financieel plafond hebt, FS3 noemt dat. En binnen FS3 is eigenlijk geen specifieke ruimte voorzien financieel voor het voorzien van private terrassen. En ook de gemeenschappelijke circulatie moet je betalen eigenlijk uit de pot van heel uw project. Dus wij hebben hier eigenlijk de kostprijs van het skelet dat behouden blijft, gerecupereerd en teruggegeven aan de bewoners in de vorm van mooie terrassen uiteindelijk. Dat was een beeld van in januari. Intussen is die rechterkant opnieuw bewoond. Er zijn 2 of 33 appartementen bewoond. En de bewoners zijn heel content. Die komen eigenlijk uit de situatie... Akoestiek was een drama. Die ventilatie... er zat natuurlijke ventilatie in met zo van die soort van shuntsysteem. Je hoorde iets in je appartement, maar het kwam niet van je boven- of onderbuurt. Het kwam van god weet waar. Op deze hebben we akoestische proeven uitgevoerd. En op eentje na zaten ze allemaal in verhoogd akoestisch comfort. Wat dat eigenlijk niet de doelstelling was, maar goed, ja, het is leuk meegenomen. Ja, dat was ook terug in januari. Ruwbouwingreep, kern 2, kern 3. Wat u hier links ziet, is eigenlijk de koker. Die zorgt voor de windstabiliteit van het gebouw. Er moest nog meer beton uit, maar we mochten niet van ons 9 uur op dat moment. Hij moest terug boven staan en daarna hebben we de opening verder afgewerkt. Dus dat zijn vrij zware ingrepen om daar die trappen in te brengen. Les nummer 1 was eigenlijk niet doen, als je maar 6 maanden tijd hebt. Dat is een beeld van de week. Het vervolg is eigenlijk voor de aanpak van een ander blok, het IWT-dossier, terug met dezelfde partners, Goedkope Woning, UGent en wij als ontwerper. Daar zijn de doelstellingen dus renovatie tot BEN-niveau, terug maximaal E30, met een specifiek minimumaandeel hernieuwbare energie. Streven naar een aanpak die eventueel herhaald kan worden. Beperken van hinder voor de huurders met die maximale doorlooptijd van 6 maanden als specifieke vraag. Budgetair blijven onder FS3. Ook terug de energieprestaties meten en ook nog een paar andere dingen dat UGent doet. En we moesten dat doen binnen een bouwteam. Omdat de verwachting is dat binnen een bouwteam alles beter marcheert. Voorbereiding duurt misschien iets langer, maar uitvoering zou vlotter moeten gaan. Ik geef nu even het woord aan Wolf. Goedenavond. Ik zal eventjes de doelstellingen van de UGent toelichten en ook tonen waar we momenteel mee bezig zijn. Ik ben al te ver. Wacht. Ja, niks zal ik wel. Nee, laat maar. Ja, oké. Dus de doelstellingen van de UGent zijn enerzijds het in kaart brengen van het gebruikersgedrag. Dat doen we door het uitvoeren van meetcampagnes en het afnemen van enquêtes. Natuurlijk, we doen dat met een concreet doel voor ogen. Een belangrijk doel daarbij is dan een analyse over de rendabiliteit van energiebesparende investeringen. Aan de hand van gebruikersprofielen die we detecteren, kunnen we energiesimulaties uitvoeren waarmee ook de energiebesparing van het project kan ingeschat worden. Hetgeen ons een idee geeft, het is eigenlijk een vraag die zeer breed gedragen wordt in de bouwsector. Maar wij willen ook wijzen op het belang van het gebruikersgedrag op die terugverdientijden. Daarnaast is het gebruikersgedrag ook belangrijk om andere zaken te onderzoeken. Ze hebben bijvoorbeeld een overhittingsstudie gemaakt. De architecten hebben al het een en het ander voorzien, maar we willen ook eens onderzoeken wat het gebruikersgedrag eigenlijk voor invloed heeft op dat overhittingsrisico. Daarnaast monitoren we ook een aantal zaken in de woningen. Bijvoorbeeld in de appartementen worden de energieverbruiken gemeten, zodat ook de voorspelde energiebesparing eigenlijk kan geverifieerd worden, kan gevalideerd worden. Daarnaast monitoren we ook karakteristieken van de installaties, dus verwarmingssystemen en de ventilatiesystemen, maar ook de geïnstalleerde hernieuwbare energieopwekkingssystemen, om te kijken of die voldoen aan onze voorspelde besparingen en rendementen enzovoort. Wat is nu voor UGent als onderzoeksinstelling het voordeel van het werken in een consortium in zo'n project? Enerzijds, om de monitoringgegevens te verzamelen is het een grote meerwaarde om nauw te kunnen samenwerken met het architectenbureau.
We zijn van in de meet af aan eigenlijk betrokken en kunnen ook onze eigen insteek geven in de toepassing van bepaalde systemen, bijvoorbeeld vergelijking tussen verschillende ventilatiesystemen of verwarmingssystemen, zodat er achteraf grondige conclusies uit kunnen getrokken worden. Die monitoringssystemen kunnen opgenomen worden eigenlijk in de bestekken, waardoor dat er eigenlijk achteraf geen nood meer is om meetcampagnes op te zetten die minder performant zouden zijn. En de monitoring kan uitgelezen worden via het gebouwbeheersysteem. Doordat we ook nauw samenwerken met sociale huisvestingmaatschappij, krijgen we makkelijk toegang tot de bewoners. Dus kunnen we makkelijk langsgaan om enquêtes af te nemen, meetcampagnes uit te voeren. Of kunnen we ook een gebruikshistoriek opvragen. Een concreet voorbeeldje over het gebruikersgedrag dat we in kaart proberen brengen. Je ziet hier de proeftuin Driehofsteden links, die vergeleken wordt met 4 andere Vlaamse proeftuinen. En daarmee wil ik aantonen dat het gebouwblok dat jullie daarnet gezien hebben wel bewoond wordt door een specifieke bewonersgroep. Het gaat vooral over alleenstaanden en koppels die in het gebouw wonen. Dat is in een aantal andere proeftuinen ook het geval. Maar wat de Driehofsteden wel uniek maakt, verkeerde richting, is de leeftijd van de bewoners. Ongeveer de helft van de mensen die daar wonen, die zijn ouder dan 80 jaar. Als je kijkt naar de andere proeftuinen, dan gaat het toch meer over gezinnen met jonge kinderen of jongere koppels. Als gevolg daarvan zijn natuurlijk ook veel van die mensen overdag thuis. Die gaan niet meer werken. En de 12 appartementen die we onderzocht hebben, was er maar 1 iemand die voltijds werkte. Al de rest was eigenlijk gepensioneerd of om andere redenen thuis. Dat heeft natuurlijk een gevolg op het gebruikersgedrag. Hier zien jullie bijvoorbeeld voor die 12 appartementen de insteltemperatuur van de thermostaat in de leefruimte. Dat ziet er een beetje een onoverzichtelijke grafiek uit. En dat is natuurlijk omdat dat bij iedereen volledig anders is. Maar we hebben wel geprobeerd om daar het een en het ander uit af te leiden. We hebben die enquêtegegevens natuurlijk vergeleken met de temperaturen die we gemeten hebben in de woningen. En aan de hand daarvan hebben we een aantal correcties gesteld en een aantal profielen afgeleid. Die gele lijn is een gemiddeld gebruikersprofiel, waarbij bijvoorbeeld de leefruimte en de keuken van 's morgens tot 's avonds verwarmd wordt tot ongeveer 21 graden. 's Nachts wordt de thermostaat lager ingesteld. Die groene lijn toont iemand met een hoger comfortniveau die de temperatuur ietsje hoger zal zetten en 's avonds nog een beetje extra. Terwijl die zwarte lijn eigenlijk die persoon voorstelt die overdag gaat werken, 's avonds thuis komt, maar eigenlijk zijn thermostaat maar op 19 graden instelt. Zo hebben we dit voor iedere ruimte in de appartementen gedaan. Bijvoorbeeld de badkamer zie je opnieuw dat mensen met een gemiddeld comfortniveau 's morgens eventjes de verwarming opendraaien, terwijl mensen met een hoog comfortniveau staat al de hele dag aan en beweegt de temperatuur zich mee met de insteltemperatuur van de thermostaat. Terwijl bijvoorbeeld bij het laag comfortniveau dat die nooit aanstaat. Als vergelijking zien jullie ook die rode lijn. Daarbij wordt, die stelt een EPB-profiel voor. Zoals jullie weten wordt er in EPB gewerkt met een constante temperatuur van 18 graden die in alle ruimtes wordt toegepast. Dus het was wel interessant om dat eens als vergelijking mee te nemen in de analyse. Dan voor de berekening van de terugverdientijd. Daarbij wordt de meerkost van de energiebesparende investeringen afgewogen tegenover de jaarlijkse energiebesparing. Die meerkost die hebben we gekregen in samenwerking met Bureau 2 op basis van hun ervaring met offertes van dit project, maar natuurlijk ook van andere projecten waarbij dan minder eisen gesteld worden aan energiebesparing. En de jaarlijkse energiebesparing werd afgeleid uit dynamische simulaties met transies. Natuurlijk om meerkost en besparing te berekenen moet je altijd 2 situaties vergelijken. We hebben de gebouwde situatie vergeleken met de referentiesituatie, waarbij dus in de gebouwde situatie een zeer doorgedreven gebouwschil gemaakt wordt. Dus er wordt overal drievoudig glas toegepast. Er is extra isolatie en extra aandacht voor de luchtdichtheid. Voor ons was dat dus heel frustrerend om zo ver te moeten gaan, want niemand had verwacht dat dat nodig ging zijn om aan dat e-pijl van die 30 te geraken. Op het moment van aanbesteding in feite van het eerste dossier zaten we nog op 32 of zoiets. Maar we hebben nog een paar dingen veranderd aan de technische installaties, en cours de route, terwijl dat bestek al gepubliceerd was.
In feite, de kunstgrepen dat we daar hebben moeten doen, was Resol in plaats van wol voor onze combilus. Mijn 4 punten, mind you. En er was nog eentje, waar we 4 punten mee gewonnen hebben. De zonthermie. We hadden alle mogelijke soorten van warmtepompen bekeken, een bioveld en al. Het lukte allemaal niet, totdat we met zonthermie afgekomen zijn op onze verwarming, door buffers op te warmen. Vrij simpel. Verdient zijn eigen redelijk rap terug. Mijn 4 EPIL-punten. Dan was het van, jee, we zijn er. Maar dus die schil, we hebben nog gekeken, gewoon vooral naar dat dubbele glas in plaats van 3 dubbele glas. Het lukte niet. Jammer. Oké. Dus die zeer doorgedreven passiefschil, het was niet de bedoeling om tot passiefbouw over te gaan, maar daar komt het dus wel op neer. Die wordt vergeleken met een standaardschil die eigenlijk voldoet aan de minimale wettelijke eisen, dus er wordt hoog rendement glas ingestoken, net voldoende isolatie en de luchtdichtheid wordt niet daar wordt niet speciaal aandacht aan besteed. In deze tabel zien jullie de resultaten van de 4 doorgerekende comfortniveaus. In de eerste kolom de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming voor de gebouwde situatie. Dus daar treden al grote verschillen op natuurlijk. In de tweede kolom de referentiesituatie indien gewoon de minimale wettelijke eisen zouden toegepast worden. Daarnaast de besparing in verwarming en dan ook uitgerekend wat dat op jaarbasis kost voor het volledige gebouw. En dan uiteindelijk de terugverdientijd. Het valt dus op dat er redelijke verschillen te zien zijn. Dus dat bevestigt wel de noodzaak om een goed idee te krijgen van het gebruikersgedrag in de woningen. Als we rekenen met het gemiddeld comfortniveau, zie je dat de terugverdientijd 38 jaar bedraagt. Voor een laag comfortniveau is dat 52 jaar, hoog comfort 25 jaar. En opvallend, indien met EPB wordt gerekend, het is niet de EPB-rekenmethodiek, maar wel de setpunt temperaturen van EPB, dan zien we toch wel een vrij optimistische benadering. Ja. Dan een ander aspect waarvoor we het gebruikersgedrag in kaart gebracht hebben, is dus oververhittingsrisico. Wanneer zo'n doorgedreven isolatie wordt toegepast, is zeker in appartementen ontstaat er een risico op hoge temperaturen in de zomer. Daarvoor hebben we ook een aantal scenario's met elkaar vergeleken, waarbij bijvoorbeeld het gedrag van het openen van de vensters onderzocht wordt. Dat zie je in de eerste 3 scenario's. In het standaard scenario worden vanaf 26 graden de vensters geopend. En het tweede en derde is dat bij 24 en 28 graden. En je ziet wel een impact dat heeft op de berekeningen die je maakt. Dus nogmaals, vanaf wanneer zetten die mensen een raam open? Dat is heel belangrijk om te weten als je zoiets wil onderzoeken. In die laatste 2 scenario's worden de interne warmtewinsten in de woningen gevarieerd in vergelijking met het referentiescenario. In de 4e kolom gaat het over het elektriciteitsverbruik. Daar zie je als je buitengewoon veel elektriciteit verbruikt, dan natuurlijk je oververhittingsrisico heel wat zal stijgen. In het laatste scenario worden er eigenlijk 4 bewoners gesimuleerd in het appartement in plaats van 2. En dat heeft toch ook al een behoorlijke impact. Dus nogmaals, het is heel belangrijk om te weten wie woont er in de woningen die ik zal renoveren en hoe gaan die mensen om met die woning, hoe ze gebruiken ze hun woning. Dan nog een laatste slide voor mij om te tonen dat dat oververhittingsrisico is niet enkel aan de hand van de oververhittingsindicator onderzocht, maar er zijn ook andere indicatoren onderzocht om het een beetje te nuanceren. Maar grosso modo blijven de resultaten wel in dezelfde richting. Dus het gebruikersgedrag, ongeacht welke methode toegepast is van zeer groot belang. Ik geef het woord weer aan Nancy. Wij moesten dus werken in een bouwteam. En binnen de wetgeving overheidsopdrachten is dat nu ook weer niet zo evident. Dus we hebben een beetje inspiratie gekregen in feite van uw collega Jelle. Ik zat tot te zakkeren van, moet ik met die aannemer gaan negociëren over een prijs? Ik weet dat het gaat kosten wat dat gaat kosten. Als wij zeggen dat het FS3 mag zijn, dan gaan we dat nodig hebben, want bij de anderen zitten we er een heel klein beetje boven. We doen ook wel veel meer dan dat moet binnen FS3. Maar goed, het is wat dat is. Hè. De klant snapte dat ook wel. En dan zei Jelle zo van, maar moet je niet gaan negociëren over die prijs? Doe gewoon een open offerte aanvraag met criteria die anders zijn dan de prijs. En de prijs is de prijs.
En dat hebben we dus gedaan. Want spelregels voor de prijs liggen uiteraard wel heel strikt vast. Het zijn die regels van VMSW en de manier waarop dat aan die kostprijs komt, die maximale kostprijs, ja, dat is gewoon een gekend gegeven. Dus bij de selectie hebben wij gefocust op ervaring en kwaliteit van de aannemers. En bij de gunning op insteek in concept, insteek in planning en ja, eigenlijk. Dus de prijs op zich was geen gunningscriterium, maar de spelregels lagen wel eenduidig vast. Het bouwteam zijn de partners dat we al hadden binnen het IWT-project, plus de geselecteerde aannemer. De verantwoordelijkheden van de partners zijn eenduidig vastgelegd in het lastenboek, zodat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn. En iedere partner heeft ook zijn eigen contract met de bouwheer. De voordelen zijn uiteraard dat de aannemer van dichterbij betrokken is bij het ontwerpproces en zelf ook voorstellen kan doen naar uitvoeringsmethodiek en materiaalgebruik toe. Dat begon bij ons vooral al in de 5. We hadden bijvoorbeeld dragend metselwerk voorzien voor sommige van die trapkernen. Het was van, ja, in plaats van met mortel zou dat niet beter verlijmen, want anders na 3 verdiepingen al je zelf in. Als je dat op een wil doen. Dus ja, zijn we overgegaan naar gelijmd metselwerk. Fundering is ook op een andere manier uitgevoerd, omdat ze veel minder ingrijpend was voor de bestaande fundering van het gebouw. Vanuit zijn ervaring kan ook geanticipeerd worden inderdaad op een aantal mogelijke problemen die met uitvoering te maken hebben, dat wij als ontwerpers soms puur praktische dingen over het hoofd zouden zien. Budget en verhuisplanning zijn een gezamenlijke oefening geworden met de bouwheer. Die verhuisplanning is echt wel de moeilijkste oefening. Voor budget hadden we eigenlijk wel een heel deel gegevens uit een ander blok. De beslissingen kunnen inderdaad vlot en in onderling overleg genomen worden. Het helpt wel dat je elkaar al kent van uit het verleden. Eigenlijk het team dat wij hebben, werkt al een aantal jaren samen, ook op Venning. Eigenlijk dateert dat al van 2010, die samenwerking met de klant en met NUNIF. En wij krijgen van onze aannemer ook wel een stukje inspraak in de keuze van onderaannemers. De vraag wordt gesteld, zijn er gasten die je echt niet wilt zien? De Riofsteden 4 hadden een aantal scenario's bij het bestek gevoegd om te kiezen van, kijk, zeg wat dat volgens jullie het beste is, argumenteert dat, wat kost er meer, wat gaat er rapper, enzovoort en zo verder. Je ziet dat nu natuurlijk niet, want ze zijn heel klein, maar die bovenste waren bijvoorbeeld met een deel liftkernen buiten. Die onderste was met alle liftkernen in het gebouw, trappen buiten. Uiteindelijk heeft onze bouwheer eigenlijk haar veto gesteld tegen een liftkern buiten, want zoals dat Wolf terecht heeft gezegd, dat is een half bejaardentehuis. Er zijn daar heel veel 80-plussers. Ook in die verhuisbeweging proberen wij te zorgen dat die mensen bij voorkeur maar 1 keer moeten verhuizen, van ene blok naar een ander. Want voor die mensen is dat een drama, een verhuis op die leeftijd. Dus iedere dag met de lift naar boven komen en via een buitengalerij naar uw voordeur komen, dat willen we die mensen eigenlijk ook niet aandoen. Dus vandaar is de keuze gemaakt geweest om alle liften in de bestaande kernen te situeren en alleen evacuatietrappen buiten te situeren. Die liftkernen op zich, dat valt nog redelijk mee. Allee, constructief. Van snelheid. Dus 6 liftkernen. Oorspronkelijk gingen dat ook 6 consecutieve fases zijn. En 4 evacuatietrappen buiten. Ja, we gaan dat ook overslaan. De eerste, je ziet dat er met de planning wel een beetje geschoven wordt. Uiteindelijk moeten wij die eerste fase loszien van de rest, maar voor de rest zijn we eigenlijk aan het streven naar een getrapte planning. En intussen zijn wij gestart in Werf. Kijk, dat zijn de bestaande toestand render van blok 5. En dat zijn foto's van gisteren eigenlijk. We zijn 5 september begonnen met de ontmanteling. En momenteel zijn we al bezig met metselwerk en betonwerken. En maandag start de loodgieter. Feiten zijn op schema. Désolé, en fait il apparaît quelque chose sur. Ja. Oh ja, de foto van de maquette. We hebben natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt. Onze klant wil bij al haar dossiers een klein beetje verdichting nastreven. Zie je het niet? Tju. Het komt erop neer dat we op de site in feite nog een derde gebouwtje mogen bouwen. We hebben ook al een bouwvergunning voor 32 nieuwe appartementen. De stad was direct mee deze keer. Dat is niet altijd het geval geweest in het verleden in Kortrijk, maar deze keer waren ze mee. Ze waren zelfs enthousiast. En daarmee starten we in januari. Heel het project gaat opgeleverd worden tegen half 2018 en tegen dan zou ook de wegenis volledig moeten heraangelegd zijn.
subsidiedossier daarvoor, dan hoop me dat het even vlot gaat als dat van de gebouwen, want dat weten we eigenlijk niet. Meestal gaat dat trager. Maar echt, met die mensen van de gebouwen, dat gaat eigenlijk heel goed. En dan heel goed contact mee. Voilà. Ik dank u voor uw aandacht. Je propose qu'on va lancer quelques questions-réponses à Nancy et à Wolf, en attendant que le système d'écran, en attendant que l'écran redémarre. Moi, je ne sais pas le gérer. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour nos deux orateurs? Je vais vous passer le micro aussi, comme ça, ça peut être traduit et peut-être aussi. In verband met de verbouwing van die blokken in Kortrijk heb je gesproken, als ik het goed begrepen heb, dat er een hele verhuisplanning was, maar dat eigenlijk de bewoners blijven wonen zijn. Nee, de bewoners... Kan je dat even toelichten? De bewoners kunnen niet blijven wonen, Nee, maar we proberen ze wel te herhuisvesten op dezelfde site. Omdat dat voor die mensen, ook voor die oude mensen, ze zijn gewend aan dat uitzicht. Dus we verhuizen ze in feite van de ene blok naar de andere. En je hebt er die per se willen terugkeren naar hun eigen appartement, maar je hebt er die ook zeggen van, het is goed, ik verhuis maar één keer. Je hebt er die ook de bewuste keuze gemaakt hebben om te verhuizen naar een nieuwbouw die beschikbaar was op dat moment op een andere plek in Kortrijk. Maar de meeste keren wel terug naar de site. Oké. Nee, ik dacht ik begrepen te hebben dat ze dat er gaat niet. geen vrije waren. Er waren niet zoveel vrije op de site. Dat was voor ons ook een probleem. Wij hadden eigenlijk geen correcte plannen, vooral van de eerste blok niet. Er stond enkel beton op in de kern. En voor de rest was dat zogezegd allemaal dragend metselwerken. Dat kon natuurlijk niet. Hè. Iedere keer dat wij een raam wouden steken, was dat bij onze ingenieur van... Gaat niet. Ik zeg, gaat wel. We gaan een keer kappen met een aannemer, met iemand een dag betaald om mee te gaan. En we hebben eigenlijk een heel skelet blootgelegd. Maar we konden maar kappen op de 9e verdieping. Omdat dat de eerste was die vrij stond. En die kolommen groeien naar beneden toe, dus ja. Nee, maar dus omdat in Parijs zijn ze er wel in geslaagd. Met habitat légèrement modifié hebben ze de bewoners laten wonen tijdens de verbouwing. Dan moet je uw technische installaties... Ja. En goed plannen. Ja. Oké, dank u. Dank u wel. En op die manier stoppen we ook het vragenuurtje, want de technische problemen zijn opgelost. U kunt uw vragen straks kunnen ze gebundeld gesteld worden. On va continuer. Charline, je reprends doucement ou. On continue avec vous, hein, en même temps. Donc maintenant, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. On a pu entendre les difficultés et en même temps voilà, les opportunités de travailler ensemble. Donc maintenant, Johan Van Dessel donc du CSTC avec Emmanuel Malfay du cluster EcoBuild vont nous présenter les thématiques de recherche qui sont interrogées dans le cadre de l'appel à projet. Vous avez non. De Drievenning of Kortrijk is één voorbeeld van een proeftuin wat eigenlijk een living lab is. Er zijn er in Vlaanderen een tiental andere. De thema's zijn ook heel duidelijk de onderzoeksthema's die in die verschillende proeftuinen worden voorgesteld, zijn ook heel divers. En eigenlijk is dat ook hetgeen wat we hier in Brussel ambiëren. Gezien die uitdaging van ons patrimonium, van ons gebouwenbestand in Brussel, is het uitgangspunt wel
het Living Lab project moet zich organiseren rond een energetische renovatie. Ja? Maar dat is het startpunt. Het startpunt. Daarnaast kunnen heel veel andere onderzoeksthema's aanvullend, complementair, versterkend op dat energiethema mee opgenomen kunnen worden. Dus energie is uw startpunt. Dient dat een volledige, integrale energetische renovatie te zijn? Nee, dat hoeft niet. De Living Lab projecten of de oproep zoals die nu gedefinieerd is, laat ook toe dat er met partiële renovaties, partiële oplossingen gewerkt wordt. Maar dan moet er wel een masterplanning kunnen voorgelegd worden die duidelijk maakt dat we hier niet met lock-in effecten gaan te maken hebben. En dat die integrale renovatie nog altijd mogelijk blijft. Energie is ook met respect van kosten, met respect van comfortniveaus. Zo net hebben we het ook gehoord rond akoestisch binnenklimaat. En het startpunt van energie in Brussel, dat motiveert zich natuurlijk heel eenvoudig als we kijken naar de ouderdom van ons gebouwenbestand en ook de staat van die energetische maatregelen. Maar we kunnen wel vaststellen, en dat bleek bijvoorbeeld uit het verslag van 2015 van SLRB, dat men langzamerhand maar zeker toch wel een verbetering ziet van die energetische prestatie. Nu, waar kunnen die innovatieve technieken allemaal ronddraaien? Dat kan gaan over het gebruik van innovatief materiaalgebruik, bijvoorbeeld vacuumisolatiepanelen. Dat kan gaan over uitvoeringstechnieken, maar dat kan dus ook een analyse- of een diagnosetechniek zijn. Dat kan gaan over building integrated PV-panelen. We hebben daar al mooie voorbeelden van in het Brusselse, maar ook naar systemen, decentrale ventilatie, om er maar eentje aan te geven. Laat me duidelijk zijn, de voorbeelden die ik geef zijn niet exhaustief. En dehors de ce thème de l'énergie qui est donc essentiel à tout projet, il y a toute une série d'autres thèmes qui, on vous invite et qu'on espère qui vont être, puisque plus il y a de thèmes qui sont repris dans un projet, plus ce projet sera amené à être choisi. Un de ces thèmes, c'est les business models, où une approche clientèle peut être un point de départ. Un seul point de contact, on pense au GRAP, au groupement d'entreprises, qui peut s'organiser sous différentes formes, est un sujet qui pourrait être amené dans un de vos projets. Des critères de qualité de rénovation ou éventuellement des suivis de chantiers automatiques pour donner de nouveau la confidence et la confiance chez le client. On connaît tous des histoires de maîtres d'ouvrage qui sont un peu méfiants par rapport au secteur de la construction puisqu'ils ne reçoivent pas les informations à temps, ou un entrepreneur avait dit qu'il allait venir et pour finir il n'est pas venu. Et donc des informations à temps sont essentielles à ce moment-là. Des projets qui taclent ce genre de problèmes peuvent être intéressants. Un autre aspect de business model, et c'est revenu déjà plusieurs fois dans des projets ici présentés ce soir, c'est des aspects de collaboration. Il y a les BOW Teams, les BIM, Technique Lean, il y a aussi l'économie de la fonctionnalité. C'est tous des nouveaux business models qui nous permettent de collaborer, travailler d'une autre manière. De nouveau, des éléments, c'est des exemples, hein, pas rien vous oblige à les incorporer, mais dans ce thème de business model, c'est deux exemples qui pourraient vous inspirer. Een ander thema dat vandaag eveneens aan bod gekomen is dat van kostenoptimaliteit. We hebben het zowel gehoord bij het project
van Kortrijk, maar is ook een kostenoptimaliteit of betaalbaarheid is ook een essentiële sleutel als we eigenlijk willen komen tot oplossingen die nadien op een grotere schaal worden vertaald in een Brusselse renovatiecontext. Waar situeert zich dat kostoptimaliteit? Je hebt verschillende mogelijke oplossingen die je kunt uitzetten over uw energieperformantie, waar dat er een aantal oplossingen net voldoen aan dat wettelijk niveau, waar dat je in situaties komt waar je ongeveer de helft investeringskost hebt en de helft energiekost over 30 jaar. Of je kunt de overwegingen maken om iets verder te investeren in uw schil, in uw energieperformantie, in uw schil of in uw installaties of in uw samenwerking, om eigenlijk tot meer robuuste oplossingen te komen in de tijd. Maar de vraagstelling is en blijft, wat is een gewenst niveau van... wat is haalbaar? Ja? Tot hoe ver kunnen we gaan of tot hoe ver moeten we gaan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen. Want laat het duidelijk zijn, ook de Living Labs dienen de minimale wettelijke energiereglementering te respecteren. Maar dus, wat is haalbaar? Wat is kostefficiënt? Wat zijn kostenreducerende maatregelen? Op welke schaal moet ik die inzetten opdat het effect zou kunnen hebben? Un volgende thema, accès au logement, est un autre thème, en sachant que seuls 40% à peu près des habitants bruxellois sont propriétaires de leur maison, sur un parc de un peu plus de 500 000 logements. Ça veut dire que près de 60% de ces gens ne sont pas incités à faire des rénovations énergétiques dans leur maison. Puisque ce n'est pas eux qui peuvent décider des rénovations, c'est les propriétaires qui en décident. Et eux, ils ne vont pas faire les rénovations puisqu'ils ne vont pas récupérer l'injection financière dans leurs mesures, ce qui va revenir directement aux locataires. Pour cet accès au logement, on voit plusieurs nouveaux modèles financiers surgir. Il y a les tiers investisseurs, des approches groupées, économie d'échelle, une manière de travailler qui est fort promue aujourd'hui en Flandre, là où on travaille avec des systèmes de primes. Je suis sûr qu'en collaborant avec des entreprises, il y a moyen de trouver des économies d'échelle à ce niveau-là aussi, des split incentives ou Common Land Trust, tous des nouveaux modèles financiers qui peuvent être incorporés dans les projets. Een ander thema is het thema van duurzaam bouwen, dat eigenlijk relatief breed is geïnterpreteerd, zoals het thema ook is als containerbegrip. We spreken zowel over het duurzaam gebruik van grondstoffen, afvalbeheer, circulaire economie kan daar een deel van zijn, maar binnen het concept van duurzaam bouwen nemen we ook mee bijvoorbeeld de problematiek van de vergrijzing en de aanpasbaarheid van woningen of aangepaste woonvormen. De thema's of de specifieke innovaties die daar zich mee kunnen, die zich daarin kunnen ontwikkelen, zijn opnieuw ofwel op het vlak van feitelijke uitvoering, analyse, dan wel prototypes die in die feitelijke renovatieprojecten worden geïnstalleerd.
Ça a été dit auparavant, on est ici dans un contexte spécifique bruxellois qui, contrairement au reste de la Belgique, où on trouve essentiellement des maisons 3-4 façades, ici à Bruxelles, comme vous le savez tous, c'est essentiellement des maisons de rangée et des habitations collectives. Maintenant, ces habitations collectives, même si ça vaut que 20% du bâti bruxellois, représentent quand même un peu plus de la moitié des logements. Et donc, en termes d'effet sur les habitants, c'est très important, c'est très grand. C'est quelque chose qui va devoir pris en compte. Lié à ça, on en revient sur le bouwdichtheid, j'ai oublié en français, la densité, c'est ça, la densité construite. Sébastien de A2M l'a mentionné ici dans le film, et donc c'est l'organisation sur chantier en lui-même et les dégâts que ça peut provoquer éventuellement, ou les problèmes de stabilité sont extrêmement difficiles s'ils parviennent. Lié à ça directement aussi, on a l'accès sur chantier. Une très belle photo d'une situation bruxelloise qui arrive souvent. Hein. On est avec une rue où il y a le tram qui passe, donc il n'y a pas question de couper l'accès de ce tram. Il faut réserver les places de parking qui a un certain coût, donc on va essayer de diminuer le temps de chantier le plus possible pour éviter le coût supplémentaire, et des questions de chargement et déchargement. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour ça? On peut penser à la préfabrication, mais encore. Et donc, tout cela devra ou pourra être pris en compte. Pour finir, la rapidité d'exécution, je l'ai dit avant aussi, on a eu un très bel exemple avec le projet à Courtrai, où on parlait de 9 mois, il me semble, 6 mois, ce qui est extrêmement court. Tout ça peut être aidé, et on a dans la salle aussi quelqu'un qui travaille avec des drones, j'ai vu, je ne vais pas citer son nom. C'est des choses qui peuvent aujourd'hui être mises en place pour faire des scannings et des mesures de bâtiments plus rapides, et du coup la phase d'analyse et de conception du bâtiment peut être raccourcie quand on est dans des plannings aussi courts. Gebruikersgedrag. Men zegt wel eens dat software is eating the world. Wolf Brekke van UGent duidde daarnet ook al op het belang van die gebruiker in bijvoorbeeld terugverdientijden of in uw energetisch profielverbruik van uw gebouw. Met die huidige devices en sensors en analysetechniek voor monitoring kan er al heel veel opgezet worden. Naar smart homes, naar nieuwe sensors die ontwikkeld worden. Ook naar learning devices, instructed users. Eigenlijk de koppeling van een gamma of een netwerk van sensoren in gebouwen, in renovatieprojecten, in gerenoveerde gebouwen. En dan de invloed of de sturing of de informatie naar uw gebruiker vertraagt in reëel, zijn zaken die mogelijk meegenomen kunnen worden in dergelijke living labs. Ook de afstemming tussen uw mogelijke energieproductie en uw energieverbruik, of de manier waarop dat uw devices u meer en beter kunnen informeren, zijn een aantal zaken rechtstreeks gekoppeld met dat gebruikersgedrag en die zeker ook ideeën kunnen geven. Un des deux exemples qu'on a pris pour illustrer le thème minimisation des impacts a été aussi illustré dans la vidéo.
Sur la photo à gauche, c'est une solution d'isolation par extérieur avec les canaux de ventilation intégrés. Et c'est une méthode donc et on en a parlé dans la question tantôt aussi, comment faire pour rénover la maison sans devoir faire déménager les gens. Il y a le projet dans la cité Jardin Jolibois où on a essayé de faire une typologie de cette manière et on va essayer de le répéter. Je pense aussi au projet Home with the Skin qui a gagné le Solar Decathlon en 2014 en Hollande, où ils ont vraiment mis une peau autour des maisons. Ils l'ont développé à plusieurs centaines de maisons maintenant, où on intervient vraiment sans déranger. Bon, pendant la journée, il y a des gens qui travaillent, mais les habitants, pour essayer de pas devoir déménager les gens le plus possible. Il y a des solutions en les déménageant aussi, mais comment faire pour raccourcir ce temps au maximum. Ensuite, on peut éventuellement penser à des techniques moins invasives, des solutions de ventilation dans le cadre de rénovation, et c'est là-dessus qu'on parle aujourd'hui. Comme vous le savez tous, il est très difficile de cacher les tuyaux, les gaines. Comment on va faire? Il y avait les tuyaux cachés dans les moulures de la photo juste avant. Ici, il y a encore une autre solution peut-être atypique. Voilà, deux exemples pour illustrer ce thème-là. Het laatste thema is patrimonium, erfgoed. Brussel heeft een heel rijke verzameling aan geclasseerde en niet geclasseerde waardevolle gebouwen, die ook voor die uitdaging staan om die in stand te houden, om daar minimale comforteisen aan te geven en indien mogelijk een zekere energetische performantie. De uitdaging is groot. Charlotte Nijs van Origin gaf al een aantal voorbeelden in het filmpje dat we er straks getoond hebben. Maar ook daar kunnen de innovaties zich op verschillende vlakken spelen. De afweging tussen energie en comfort en natuurlijk erfgoedwaarde. Het gebruik van specifieke materialen, dunne isolatiematerialen, dunne isolerende pleisters, de oplossen van specifieke pathologieën, maar ook wat meer high-tech of ICT met technieken van scanning en 3D-printing, die maakt dat die moeilijke vormen die we soms terugvinden bij renovaties van dergelijke erfgoedgebouwen, dat die kosten, dat die aan een lagere kostprijs kunnen uitgevoerd worden. Samengevat, en ik eindig eigenlijk met de slide waar we mee gestart zijn. Energie, aandachtspunt energie is een startpunt in de thema's voor de Living Labs. Maar binnen een energetisch project zijn er zeer veel, en ik hoop dat we dat hebben kunnen aantonen, zijn er zeer veel andere mogelijkheden om op die energetische verbetering of op hinder, bewonersgedrag, etc. te kunnen inspelen. Dank u. Voilà, donc nous espérons que ces premières présentations vous auront donné des inspirations, des pistes de défis à relever ensemble au travers de l'appel à projet, et que vous souhaitez maintenant, que vous avez des idées qui deviennent de plus en plus précises sur « Ah oui, je pourrais proposer tel projet, tel bâtiment, travailler avec telle personne. » Mais alors, comment? Et là, je passe la parole donc à Jérémy Levin qui va... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'affiche? Oui. C'est encore...
pour but de nous présenter concrètement comment ça va se passer, à quel moment, avec qui, quelles conditions, etc. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'à ce niveau-ci, on peut faire 3 constats. En tout cas, vous pouvez faire 3 constats. Le premier, c'est que ça a l'air super intéressant. Le second, c'est que ça a l'air super compliqué. Et le troisième, c'est que je suis le dernier rempart entre vous et le cocktail. Donc, je vais essayer de faire simple, rapide et le plus concret et factuel possible. Néanmoins, si à la fin vous avez toujours des questions, voilà, on sera là pour répondre à ces questions. N'hésitez pas. Alors, ces questions, elles sont nombreuses. Qui, quoi, comment, avec qui, pourquoi. On va peut-être commencer par le quoi. On vous a beaucoup parlé de Living Lab, on n'a pas encore défini, on ne vous a pas encore dit c'est quoi un Living Lab. Je vais essayer de vous simplifier la tâche. Un Living Lab, c'est la conjonction de 3 entités, entre guillemets. La première, c'est un petit peu le fondement du Living Lab, c'est l'environnement test. Ce qu'on va faire, c'est prendre une innovation technologique, organisationnelle, nouveau business model, nouvelle organisation, nouveaux produits, peu importe, et on va le soumettre à des utilisateurs. Donc imaginons que ce soit une nouvelle organisation de chantier, ce que vous allez faire, c'est le soumettre aux utilisateurs du chantier et voir si ça fonctionne. Et donc il y a cet aspect recherche où vous allez développer cette nouvelle méthodologie de fonctionnement du chantier. À côté de ça, vous allez regarder comment les gens qui sont sur le chantier se l'approprient. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle une plateforme. Alors cette plateforme peut prendre de multiples formes, mais ici l'intérêt c'est double. Un, c'est de garantir le relais entre les utilisateurs d'une part et le projet de R&D pour garantir qu'il y ait bien un échange correctement, et d'autre part pour animer ces utilisateurs, pour garantir qu'ils soient et qu'ils restent bien impliqués dans le projet. Bien sûr, entre les deux, la forme va très fortement dépendre de la typologie de projet que vous allez choisir. À noter qu'il se peut que le projet de R&D et la plateforme soient la même entité, ou à l'inverse, que l'environnement test et la plateforme soient la même entité. Ça peut arriver. L'autre question, c'est pourquoi ? On espère que c'est parce que vous voulez aller plus loin que votre état de l'art de votre métier à l'heure actuelle, que vous voulez faire mieux pour l'environnement, pour votre business, ou tout simplement pour la société. Et aussi, pourquoi ? Parce que vous pouvez être aidé financièrement pour le faire, au travers de cet appel, par Innoviris et par la région, par le FEDER, je dois le citer. Alors qui ? Il y a un nombre de partenaires possibles, on en a beaucoup discuté lors de l'élaboration de ce call. Voilà, vous avez une liste qui est non exhaustive. Maintenant, tous ces partenaires-là ne sont pas forcément subsidiables. Et c'est ça qui va arriver juste après. Qui peut être subsidié et comment ? Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous pouvez gagner. Alors ici, ça a été un petit peu classé dans l'ordre. Petite entreprise, très petite entreprise. Nous avons pris le parti de définir les projets dans lesquels vous allez les impliquer comme étant du développement, ce qui correspond à un taux de subsidiation chez nous de 60% pour les très petites et petites entreprises. Tout simplement. Moyenne entreprise, 50%, grande entreprise, 40%. Alors ça paraît un peu subjectif comme ça, ou en tout cas très, très directif. Voilà, on est limité aussi par les prescriptions européennes de soutien aux entreprises, et on applique les taux maximum. Organisme de recherche, 100%. La ligne CC, c'est un oubli qui devait être supprimé, donc n'en tenez surtout pas compte. Et ensuite les ASBL, parce que oui, nous pouvons subsidier les ASBL, mais c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des ASBL dans la salle ? Je ne sais pas. Voilà, c'est pour vous. Alors, on définit 3 sortes d'ASBL. Les ASBL sans activité économique, c'est ce que tout le monde prétend être, mais ce n'est pas ce que tout le monde est, forcément. C'est 100%, comme les organismes de recherche. Avec des activités économiques ponctuelles, on est aussi à 100%. Avec des activités économiques régulières, on se colle au taux des entreprises, c'est-à-dire 60, 50 ou 40%. Après la définition de activité économique ponctuelle ou régulière, ça, il faudra voir avec nous et avec notre juriste pour définir si c'est le cas ou pas. Enfin, je sais qu'il y a des acteurs publics dans la salle. Il est possible ou pas qu'on vous finance à 0 ou 100%. Alors, c'est aussi très extrême, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de facteurs tels que est-ce que c'est ou pas dans vos missions ? Est-ce que c'est dans votre contrat de gestion octroyé par le public ?
ou est-ce que c'est dans les limites de votre compétence territoriale? Donc toutes ces questions, on va aussi devoir trancher ça avec vous. C'est pour ça qu'on a une évaluation et c'est pour ça qu'on est présent. Vous avez le combien, vous dites ça peut valoir la peine. Alors maintenant, il y a le quand. Alors première information extrêmement importante, c'est un appel en 2 étapes. Ce n'est pas une étape, c'est 2 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle une expression d'intérêt. C'est-à-dire que c'est un document relativement court à remplir, qui va vous demander surtout un travail pour concevoir le projet que vous voulez faire et définir les partenaires avec lesquels vous voulez travailler. La période pendant laquelle cet appel est ouvert, c'est déjà depuis quelques jours, depuis le 15 septembre, jusqu'au 22 janvier midi. Après, c'est fini. Ce qu'il y a à remplir, essentiellement, c'est vos données, qui vous êtes, quels sont les partenaires du projet, et il y a 3 pages de ce que je vais appeler du blabla, mais essentiellement ce qui va justifier votre projet. Je vous invite de toute façon à télécharger sur notre site web le formulaire et d'aller voir exactement ce qu'on vous demande. Vous verrez, ce n'est pas très très long. Plus quelques petites informations sur la santé financière de votre entreprise, bien évidemment. Ensuite, s'ensuit une phase de sélection, où on va vous dire, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas la garder, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de cet appel. Et les projets qui auront été sélectionnés, pour lesquels on aura une validation, rentrent dans une période qu'on appelle full proposal, où là on va vraiment rédiger un projet avec différentes tâches, l'attribution de chaque tâche à des personnes, des livrables, des milestones, des jalons, enfin quelque chose de beaucoup plus conséquent. Alors ensuite, les jurys sont prévus pour la mi à fin juin, peut-être déborder un peu sur juillet, tout dépendra de la facilité pour trouver des experts. La décision est espérée pour juillet, avant les vacances parlementaires. Voilà, j'en ai déjà cassé un, je vais essayer de ne pas casser le deuxième. Et enfin, les projets. Ouh, il va plus fort celui-là. Les projets sont prévus pour commencer en septembre, entre septembre et novembre 2017. Comment? Et ça, c'est mon dernier slide. C'est assez simple. Vous téléchargez le formulaire sur le site d'Innoviris, à la page Living Lab. Il y a un lien, un raccourci sur le site de l'appel Living Lab Retrofit. Vous le lisez, vous posez les questions que vous avez à poser à Innoviris ou au CSTC au besoin, et vous remplissez le document et vous nous le renvoyez avant le 22 à midi. C'est tout simple. Voilà. Et c'est tout. Complètement cassé. On va passer à l'étape des questions-réponses. Je pense que vous en avez pour les différents intervenants. Je propose aux différents intervenants de remonter sur la scène. Et puis je vais faire passer ce micro, en espérant donc que celui-ci ne soit pas complètement cassé. De toute façon, vous avez... Auquel cas, vous avez aussi celui-là. Ah, celui-là, il fonctionne. Essaye de réparer celui-là. Il n'est pas éteint, on aura plus. Sinon, je vais courir un peu, c'est pas grave. Alors, c'est parti pour les questions. Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir quel est le taux de financement, par exemple, dans le cas d'un About Team constitué d'un bureau d'études petite entreprise, d'un entrepreneur général grande entreprise, d'un entrepreneur de technique spéciale moyenne entreprise qui travaille pour une ASBL. Et tout ça en About Team. Ah bon? Oui. C'est assez simple. Chaque partenaire est financé de manière indépendante. Donc pour chaque partenaire, on applique le taux qui correspond à son statut. S'il y a une grande entreprise, ce sera 40%. S'il y a une petite entreprise, 60%. S'il y a une SBL, en fonction de son statut, ce sera X%. Et si en plus vous avez une équipe universitaire, ce sera 100% pour elle, tout simplement. Par rapport à l'engagement de chacun.
Donc chacun va définir, enfin vous allez définir un programme de travail dans lequel vous allez dire ah ben voilà, moi pour ma partie ça nécessite autant de mois, ça nécessite tel investissement ou tel matériel, et sur base de ça on va évaluer si votre budget correspond bien à votre investissement dans le projet, partenaire par partenaire et globalement, et voilà, tout simplement. Ja. Ik heb een vraag voor bureau 2 en de onderzoekers van UGent. Ik heb die 3 miljoen vlug eventjes door 15 gedeeld en dat is dan €200.000. Dus ik wou eigenlijk eventjes vragen naar de grote orde, hoe dat zich situeert, hoe dat jullie financiering en de subsidiëring ten enerzijds van de proeftuin, van het IWT, en anderzijds van het Europees project, wat daar de grote orders waren van de subsidiëring. Dat is compleet anders. In feite, omdat binnen de proeftuin gaat enkel over studiekosten die gedragen worden en een deel monitoring. Ik denk dat we daar €350.000 voor gevraagd en gekregen hebben, onder ons gedrieën. Dus zowel de klant als wij als Universiteit Gent. Binnen het Europese project was het mogelijk om een deel van de bouwkost ook vergoed te krijgen. Dus in totaal hebben wij project Venning en project Trioststeden, dat waren eigenlijk 2 dossiers van ons, Pottebakkershoek ook. Ik denk dat wij van Europa 3,3 miljoen gekregen hebben voor die dossiers. Maar dat was compleet anders, omdat dat over een deel van de bouwkost gaat. Binnen de proeftuinen is dat niet. Allee, was dat niet, hè? En is dat niet, hè? Nee. Oui, bonsoir. Y a-t-il une échelle minimale au projet à présenter? Comment ça se passe pour le choix? L'échelle minimale est le respect des exigences légales. Oui. Non, il y a, mais je passe la parole à Jérémy Levin. Il y a une phrase qui, non, mais en fait, l'appel, soyons clairs, il est rédigé et géré par Innovirus. Alors, je laisse A priori, on n'a pas défini d'échelle minimum. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on va en faire l'évaluation de ce projet, on va regarder l'impact que ça va avoir pour la région bruxelloise, la transposabilité à d'autres contextes de chantier de rénovation. Donc, si vous décidez de simplement, avec un master plan sur une rénovation totale, de simplement regarder la rénovation pour une petite maison de l'enveloppe ou simplement de la ventilation, ça n'a pas le même impact qu'un projet où on va rénover une tour d'habitation. Donc voilà, on ne met pas de minima, mais on en tiendra plus ou moins compte dans l'évaluation. Oui, bonsoir. Puisque l'objectif final est l'économie d'énergie et que la question du comportement des usagers est donc, on le sait, déterminante et fait partie des thèmes que vous avez énoncés, la mise en place d'un ambitieux projet multidisciplinaire d'accompagnement des occupants de logements passifs ou basse énergie pourrait-elle entrer dans le cadre de cet appel à projet? Vous en avez ces questions? Je crois qu'on va devoir en discuter en comité, non? Enfin. L'expérimentation doit être là, oui. L'expérimentation, il doit être couplé à un chantier de rénovation, oui. Si ce chantier de rénovation, même au passif, il y a le suivi des utilisateurs par après ou la guidance de cet utilisateur par après, là il n'y a pas de discussion, ça entre dans le scope. En effet, comme vous avez posé la question, je ne pense pas qu'on peut dire oui ou non comme ça. Ouais. Donc ça doit vraiment être
Non. Une des raisons pour ça, c'est que tous nos subsides doivent avoir un effet incitatif. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir commencé un travail et être subsidié par la suite pour ce travail commencé. Donc, comme on parle ici spécifiquement du chantier, si le chantier a déjà été rénové, enfin a déjà été effectué, l'effet incitatif pour le chantier n'est plus là, malheureusement. C'est une obligation européenne. Oui, moi j'ai une question sur le point de vue légal. Quelle sont la situation sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des projets qui auront été développés? A priori, Innoviris, qui subsidiera et qui soutiendra les projets, n'a pas de droit sur, ou en tout cas n'intervient pas à ce niveau-là, du tout. Un autre point, c'est quand vous allez travailler en groupe, vous allez travailler dans un consortium, ce qu'on demande, c'est que ce genre de questions soit réglé à l'intérieur de ce qu'on appelle un accord de consortium, qui va, entre guillemets, régler la question de la propriété intellectuelle des résultats qui seront générés entre chaque partenaire. On va définir tel résultat issu de telle recherche, c'est pour telle personne. La propriété sur le design de telle pièce, c'est pour telle personne, et voilà. Mais sinon, a priori, nous, on n'obtient rien. Non, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Notre but, c'est pas de faire de l'argent. Notre but, c'est de donner de l'argent aux gens. Mais c'est une bonne idée, hein. Je voudrais quand même compléter, oui. Ce que Jérémy a dit est tout à fait correct, oui. On voudrait quand même, pour ces résultats, où il n'y a pas d'IPR, pas de droits spécifiques, pas de confidentialité dessus, que les lessons learned de votre Living Lab puissent être récoltés par le Scientific Office du projet FEDER et puis redistribués vers le secteur. Oui. C'est quand même aussi le but de tout ce encadrement de ce projet FEDER. Mais ça ne devrait pas mettre en cause vos droits intellectuels. Innoviris, donc innovation, Iris. Alors ici, on se focalise sur la rénovation pour améliorer le confort thermique, mais est-ce qu'on ne perd pas la chance et l'occasion de créer en même temps un environnement et l'habitat plus humain, humanisé, plus proche de la nature, lui donner, par la même occasion, évidemment, d'améliorer le confort thermique, acoustique, etc., mais donner un confort d'habitat spatial, l'espace. La modulabilité, par exemple, de cet habitat, parce que la population vieillit, la composition de familles change au cours des années. Donc, cette flexibilité également dans la création, donc l'innovation dans la création de l'habitat nouveau, pas rester collé à ce traditionnel habitat en cassant les unités de l'habitat collectif construit dans les années 50, 60, 70, ou bien l'habitat mitoyen. Aller au-delà. Est-ce que cette direction pourrait être envisagée ? A priori, on n'a pas d'exclusif sur le genre de projet qu'on est susceptible d'avoir. La modularité d'un habitat, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a un frein ou un problème. Loin de là, on a subsidié un projet de Madame Paduard, qui est dans la salle par là, qui concernait spécifiquement le cas de la modularité de l'habitat. Donc, non, ce n'est pas un souci d'intégrer ces notions dans un projet, comme ce n'est pas un souci d'intégrer d'autres notions plus innovantes dans un projet. Voilà, on nous a juste présenté, enfin, Johan et Emmanuel vous ont juste présenté le point de départ. Ça doit être une rénovation pour aller vers un mieux énergétique. Après, ce que vous mettez dedans, voilà, c'est un peu vous qui voyez. Merci. Okay, so I have 3 questions. You can choose to answer in French or Dutch. I will understand them, but I think it's better for me to ask them in English. The first 2 questions concern Jeremy and Johan.
Given the nature of European structural funds and also the concept of living labs, do you expect every project proposal to be accompanied by an actual retrofitting project, like that the project should result in an actual retrofitting of a part of the area, or can it remain a research project? That's the first question. Let's take them one by one. Okay. L'objectif est clairement d'avoir des expérimentations, oui, et ne pas se limiter à la stade de recherche. Donc l'idée d'un Living Lab, c'est vraiment de ne pas se limiter à un environnement laboratoire et de simuler les utilisateurs ou le contexte d'application. C'est vraiment d'aller sur le terrain et de confronter une innovation avec des utilisateurs réels. Donc c'est vraiment déborder du cadre du laboratoire. Sauf si vous décidez vraiment de rénover le laboratoire ou ça. Ben voilà. You presented us 9 themes with sub-themes. Is it okay that a project proposal combines sub-themes across these main categories? Of course. Bien sûr, le point de départ est le volet énergétique, mais puis on peut y ajouter un nombre indéfini, bon, réaliste bien sûr, d'autres thèmes. Ouais. The last question to the team from... Je voudrais juste ajouter qu'il n'y a pas de sous-catégorie. Donc il y a les 9 thèmes et ce qu'on a présenté, c'est des exemples. Donc dans ce thème-là, libre à vous d'utiliser votre imagination et de travailler autour d'autres thèmes. C'était juste à peu près 2 exemples par thème. The last question to the team from Kortrijk, Bureau 2. In the beginning of your presentation, you presented something called CO2 neutralität. Mm-hmm. Were you able to actually measure that, or was that just a word in the... It's not just a word, but here it's not. I don't think it's possible to gain it in Driehofsteen because the buildings are too high. And we work on gas. On the other side, the first European project that we did with the client, we did attain it. But we did it by means of not heating by gas, but by biomass, which is rather complicated in... No, it's just, it's not the materials used, it's just energy consumption. Yes, operational energy. And yes, it's not geen energie en uit van het materiaal, not the materials. But at Fanning, we succeeded. Moi j'avais encore une question, 3 petites en fait. Premièrement, combien de projets y a-t-il approuvés? Deuxièmement, à l'instant, ça reste pour moi personnellement très vague ce que vous utilisez comme critères. En phase de décision. Là, si on parle de nouvelles constructions, rénovation, restauration, tous les projets, en effet, la question de l'échelle qui a déjà été relevée. Et troisièmement, aussi un point qui a été touché pendant la présentation du Bureau 2, au niveau des délais. Il ne m'est pas très clair à l'instant si un projet est choisi au mois de janvier ou introduit et une décision est prise cet été, il faut commencer en septembre. Est-ce que ça inclut les procédures de permis, d'adjudication, etc. Qu'est-ce qui se passe, surtout à Bruxelles, pour les permis, quand c'est quand même un sujet un peu sensible et vague souvent? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des délais, s'il y a des retards, etc. Donc, 3 questions, désolé. Hein. Combien de projets, les critères et les délais? Alors, donc, première question, c'était... combien de projets? Je ne sais pas. Ça dépendra du budget de chaque projet et de leur classement. Ça peut très bien être 5 projets, 10 projets, 9 projets, 15 projets. Voilà. Ça, je ne peux pas le dire à l'avance. Ça dépendra essentiellement de vous. Deuxième question, c'était...
Les critères de sélection. Les critères se trouvent dans la demande, enfin dans le formulaire de demande, ils sont décrits. Ce sont des critères qui sont assez vagues et qui sont définis comme tels. Maintenant, voilà, une évaluation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est toujours subjective. On ne peut pas s'en défaire. On peut essayer d'objectiver au maximum, ça restera aussi subjectif. Je dis ça de manière préventive pour si votre projet n'est pas retenu, ne nous en veuillez pas. Ça arrive qu'on fasse des erreurs, ça arrive aussi qu'on n'ait pas la même vision de vous que vous sur certaines innovations, sur certaines choses. Je dis ça de manière préventive, hein, pour dans 9 mois quand vous nous téléphonerez. Pour la troisième question, est-ce que tu veux répondre spécifiquement, parce que c'est peut-être plus de ton domaine? On a prévu que le Living Lab puisse se dérouler pendant une période de 4 ans. Oui. Là, au-delà de ces 4 ans, on va être sur les limites du programmation FEDER. Et comme c'est FEDER qui finance en partie, oui, qui donne en partie l'argent, ça c'est un délai qui sera assez strict. Oui. Ça veut dire 4 ans pour l'exécution du Living Lab. Oui. Le problème des permis, oui. Oui. Y a-t-il une autre question dans la salle avant de passer au cocktail et pendant lequel vous pouvez bien sûr continuer à poser vos questions aux intervenants. Moi, j'ai une question à la salle, juste à main levée comme ça. Combien de personnes sont susceptibles, intéressées de déposer un projet après ce que vous avez vu aujourd'hui? Oula, je ne suis pas sûr qu'on ait autant d'argent. Mais je vous remercie en tout cas pour la motivation. Alors, un dernier petit mot avant de passer au cocktail. Je vous rassure, ça va durer 2 minutes. Tout simplement, voilà, comment aller plus loin, comment continuer. Ah oui, donc, vous l'avez compris, un des défis de cet appel à projet, c'est qu'il va falloir proposer des projets en groupe, en consortium d'acteurs pluridisciplinaires. Donc, comment trouver ces partenaires avec lesquels vous allez travailler? On est conscient, en plus, il y a un délai à respecter. Voilà, on se rend bien compte qu'il va y avoir un enjeu à ce niveau-là. Donc, une première piste, elle n'est pas dans les slides, c'est la liste des participants de ce soir. Et j'en profite pour vous dire, il y a eu un petit problème au niveau de la distribution. Donc, certains ont reçu la liste des participants, d'autres la liste des personnes qui étaient sur la liste d'attente. Parce que je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. Donc, ce que je vous propose, c'est quand vous sortez, surtout pensez à récupérer la liste qui vous manque. Soit vous avez eu juste une feuille, soit il y a 3 feuilles. Voilà, vous prenez celle qui vous manque. Donc là, vous allez déjà voir toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt pour cet appel en faisant le choix de s'inscrire à la séance de ce soir. Ensuite, dans les formulaires qu'on vous a distribués, vous avez un formulaire qui vous explique qu'on va former une database, donc, dans laquelle vous trouvez un descriptif de votre organisme, son expertise, les sujets qui vous intéressent et ce que vous recherchez. En bas de ce formulaire, vous retrouvez un point sur la personne de contact. Vous avez déjà ce formulaire donc, ici en papier. Je vous invite donc à le remettre à la fin de la soirée. Et aussi, ce formulaire sera bien sûr en ligne sur le site internet de Living Lab. Donc, pour les personnes qui ne sont pas là ce soir ou qui n'auront pas pris le temps de le compléter, voilà, vous allez être invités à compléter ça et ça va être clairement une piste pour trouver qui s'intéresse et sur quel sujet et quelle est sa recherche. Alors, un autre moyen pour trouver des acteurs intéressés, c'est de consulter la base de données Bruxelles Research. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce site web. En fait, les unités de recherche ont posté les projets de recherche en cours. Donc vous pouvez trouver des thématiques, déjà des inspirations qui travaillent sur quoi à Bruxelles, dans les thématiques de recherche. Voilà, à peu près tout. Troisième point, troisième moyen de trouver des idées, c'est de consulter donc, le site web
de veille technologique Sea-Watch. Alors là, vous n'avez pas forcément trouvé des acteurs, si je ne me trompe pas, mais plutôt des idées, de thématiques, de sujets qui sont en cours de développement, qui pourraient aller plus loin, qui pourraient être testés dans le cadre de Living Lab. Et, bien sûr, comme je vous ai dit au début, ce soir, c'est le premier événement. On est conscient qu'il va en falloir d'autres pour vous permettre de vous rencontrer, de vous accompagner à introduire des projets. Donc, on vous propose déjà une prochaine date, le 17 octobre. Ça aura lieu entre midi et 15h. On va organiser un atelier et on va organiser cet atelier en fonction des demandes aussi qui seront exprimées ce soir dans le cadre des formulaires d'évaluation et des databases. Voilà. Et alors, bien sûr, comme vous a présenté Johan, dans le cadre du projet FEDER, il y a un Industrial Impact Office qui est là aussi pour... déjà, qui représentent des acteurs qui potentiellement peuvent vous accompagner, peuvent donner des idées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et peut-être aussi à vous diriger vers on a entendu que tel acteur proposait tel projet ou des choses comme ça. Voilà, alors après, Jérémy a déjà présenté un peu les dates, donc je ne vais pas me rétendre sur le sujet. Avant de passer dans la salle à côté donc pour le cocktail, merci de bien penser à compléter donc les deux formulaires, le formulaire database et le formulaire d'évaluation de ce soir, mais qui est plus porté sur quels sont vos besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans cette aventure. Voilà, on espère que vous avez trouvé des inspirations, on espère que si vous n'étiez pas sûr de vouloir participer à l'appel, maintenant vous l'êtes encore plus. Et puis, on est là à votre disposition pour continuer. C'est que la première date de cette aventure. On espère vous revoir le 17 et puis par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux intervenants, bien sûr. Et on reste ensemble. On change juste de lieu. Voilà. Merci.